Voilà que pour le programme Vie politique, culturelle et associative. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc, le programme Vie politique, culturelle et associative que je rapporte comporte en particulier les crédits consacrés aux élections. Alors, l'année 2017 sera évidemment marquée par l'organisation de 3 scrutins, les législatives, les sénatoriales et les présidentielles, enfin la présidentielle, mais aussi des élections territoriales dans plusieurs collectivités d'outre-mer et en particulier en Corse à la suite de la fusion de la collectivité région et des 2 départements qui ne feront plus qu'une seule collectivité. Donc les moyens prévus pour l'an prochain sont donc très atypiques, 307,6 millions d'euros pour le programme, dont 229 millions d'euros pour les dépenses strictement électorales. C'est respectivement 3 et 10 fois plus que l'année 2016, mais qui n'était pas une année électorale. Alors, la première interrogation, la question de la dématérialisation de la propagande électorale. L'article 52 du projet de loi de finances gage une partie de ces dépenses par la suppression de l'envoi aux électeurs par la poste et sur papier des bulletins de vote et des professions de foi des candidats aux élections présidentielles. À plusieurs reprises, et j'en ai été parfois à l'origine, l'Assemblée nationale a rejeté les propositions analogues du gouvernement concernant les élections européennes, régionales et départementales. À titre personnel, j'ai refusé de voter ces mesures au motif d'une part que de nombreux sont les électeurs qui n'ont pas accès à Internet et que d'autre part, la proposition que nous faisait le ministère ne me paraissait pas répondre aux besoins. J'y reviendrai tout à l'heure puisque j'ai un amendement de suppression. Interrogé l'an dernier par notre collègue Sergio Coronado sur les intentions du gouvernement, vous ne nous aviez pas caché votre soutien à une telle dématérialisation. Cependant, vous aviez conditionné celle-ci à une concertation préalable avec la commission des lois, avec les associations d'élus locaux. À ma connaissance, ce travail important n'a pas eu lieu. J'ajoute que les économies attendées sont surestimées. L'évaluation préalable les estime à 169 millions d'euros, mais ce chiffre ne prend pas en compte les éventuels coûts supplémentaires liés à la conception, à l'entretien du site Internet ou aux campagnes de communication visant à compenser l'absence de propagande sur papier. Enfin, je veux insister sur un des derniers points d'ordre juridique. Le dispositif qui nous est proposé et que plusieurs amendements visent à supprimer, je l'ai dit, ne concerne que les élections législatives. En effet, pour les élections présidentielles, les modalités de la propagande sont fixées par décret, ce qui laisse une grande liberté au pouvoir réglementaire. Par conséquent, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous en dire plus sur les intentions du gouvernement en vue des élections présidentielles de 2017. Dans l'hypothèse où l'article 52 serait supprimé, la dématérialisation de la propagande électorale serait-elle tout de même mise en œuvre pour ce scrutin ? C'est ce que souhaitent bon nombre de nos collègues pour en avoir parlé avec eux. J'en viens au thème auquel je me suis intéressé cette année dans mon avis budgétaire, celui du financement public des cultes. Notre ordre juridique admet effectivement 7 régimes cultuels différents, auxquels la loi du 9 décembre 1905 ne s'applique pas nécessairement. Sans esprit de polémique, il m'a semblé utile d'interroger, au-delà des modalités d'exercice des cultes en Alsace-Moselle ou dans les Outre-mer, le rôle de la puissance publique dans l'organisation des principales religions de France. Deuxième interrogation, donc, les canaux multiples du financement public des cultes. Le programme Vie politique, culturelle et associative finance en effet plusieurs types de dépenses liées au culte. Les crédits dits de subvention au culte, il s'agit de dépenses d'intervention destinées d'une part aux communes pour la réalisation des travaux sur des édifices cultuels et d'autre part aux cultes catholiques, protestants et israélites pour leurs frais d'administration. Les crédits destinés à l'immobilier des cultes sont des crédits d'investissement destinés à financer les travaux relevant de la responsabilité de l'État, propriétaire de 4 implantations cultuelles, grands séminaires et palais épiscopaux de Metz et Strasbourg. Dans ces 2 cas, les crédits sont destinés aux départements concordataires d'Alsace et de Moselle. Les crédits du plan de lutte antiterroriste, cette enveloppe est consacrée au financement des diplômes universitaires et recherche en islamologie sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs autres programmes contribuent également à financer les cultes à travers des dépenses de rémunération des ministres des cultes en Alsace-Moselle, des aumôniers militaires, pénitentiaires ou hospitaliers sur l'ensemble du territoire, sur les missions défense, justice et santé. Enfin, des mécanismes dérogatoires d'exonération ou d'exemption fiscale participent ainsi à des efforts financiers conséquents. Compte tenu de la diversité des financements mis en jeu et de la multiplicité des juridiques applicables, ne pourrait-elle pas faire l'objet d'une annexe budgétaire spécifique sous la forme d'un jaune ? Troisième interrogation, la formation des ministres du culte musulman. Confrontés à de multiples
multiplication des imams autoproclamés et plus généralement à l'hétérogénéité des formations et des compétences des animateurs du culte musulman, le ministère de l'Intérieur participe depuis 2008 au financement des diplômes universitaires sur le fait religieux et la laïcité. Ces formations universitaires sont ouvertes à un large public, agents publics, personnel des cultes, étudiants, représentants de la société civile. À l'occasion des auditions, j'ai entendu des retours d'expérience globalement positifs. Plusieurs difficultés ont cependant été portées à mon attention. La maîtrise insuffisante de la langue française par certains étudiants, qui implique des abandons, l'attractivité limitée de ces formations sur des imams autoproclamés en marge des instances représentatives de l'islam de France, la mobilité géographique de certains imams. Comment le gouvernement envisage-t-il de développer ces formations universitaires? Comment en particulier attirer davantage les imams autoproclamés? Jusqu'où la puissance publique peut-elle s'investir dans les formations des ministres de culte? Le financement des édifices du culte musulman. Eu égard à leur régime fiscal et patrimonial, la création de fondations peut constituer un outil adapté au financement des lieux de culte. Une fondation pour les œuvres de l'islam de France a ainsi été créée par décret le 31 mai 2005 et reconnue comme établissement d'utilité publique le 29 juillet 2005, afin d'améliorer les conditions d'exercice du culte des musulmans français. Sa principale mission était la construction et la gestion des lieux de culte musulmans en accord avec les maires des communes concernées. On sait que cette tentative s'est soldée par un échec. Interrogé en 2010 quant à la pérennisation de la Fondation des œuvres de l'islam de France, le gouvernement à l'époque avait reconnu que les associations musulmanes n'avaient pas entendu faire de la Fondation un vecteur privilégié. Donc vous aviez annoncé, Monsieur le ministre, une réflexion sur une nouvelle structure lors de la première réunion d'instance de dialogue avec l'islam. Un haut fonctionnaire avait d'ailleurs été nommé sur ce projet, chargé de cette préfiguration. Où en est ce projet ? Et pouvez-vous nous dire comment vous envisagez en fait tout simplement la construction de ces lieux de culte? Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.